Mesdames et messieurs, bienvenue sur Décortica Eco, qui a le plaisir de recevoir une figure emblématique de la création. En plus, elle est femme, donc c'est la première fois que Décortica reçoit une femme, mais une tête d'affiche. Elle s'appelle Bijou Sy, elle est directrice donc de la maison de création qui s'appelle Tuti. Bijou, bonjour. Bonjour, monsieur Ndiaye. Vous n'avez pas l'habitude d'être sous les flonflons, mais toute votre activité se tourne autour justement des néons. Oui, monsieur Ndiaye, merci à tous les téléspectateurs, merci pour votre invitation. Je suis souvent sous les projecteurs quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de création d'emplois, quand on parle d'économie, donc merci pour l'invitation. Alors, le monde de la création, c'est un monde à part, entièrement, ou bien entièrement à part? Non, je ne dirais pas à part. C'est un monde qui fait partie de notre quotidien, tout simplement. Parce que souvent, quand on parle mode, surtout au Sénégal, c'est associé à une image plus, on va dire, pas sérieux ou léger, oui. Alors que c'est toute une industrie derrière, sur toute la chaîne de valeur. Il y a les tailleurs, il y a les coupeurs, il y a les modélistes, les stylistes, les designers, tous ceux qui travaillent à la main. C'est une véritable industrie. À part l'industrie alimentaire, je pense que c'est la deuxième industrie la plus importante au monde. Alors, chiffre d'affaires, on dit c'est 300 milliards. Et dans les 10 ans à venir également, on estime à plus de 6 milliards de dollars, oui. Disons, de chiffre d'affaires dans le seul secteur de l'habillement. C'est dire donc que peut-être l'embellie est encore pour longtemps. Oui, parce que l'être humain, à part se nourrir, oui, il doit se vêtir oui. Au quotidien. Que ce soit en chaussures, en sacs, en vêtements, et tout ça est fabriqué par des artisans. Donc, c'est un secteur qui a un très haut potentiel à ne pas négliger. Vivier de beaucoup d'emplois et participe énormément à l'économie d'un pays. Alors, Tuti Sy est donc créatrice et en même temps aussi peut-être directrice donc, de la société éponyme. Elle a fait les beaux jours dans un certain nombre de grandes maisons de couture en France. Vous m'épargnerez peut-être la liste, mais c'est des maisons qui ont pignon sur rue, donc sur les Champs-Élysées et dans le précaré en fait du pouvoir et des néons de Paris. Mais Tuti, c'est également un itinéraire, un parcours. Elle a aimé les matières. Elle considère que même les matières qu'elle aime le plus, c'est les matières nobles, mais qu'elle les transforme, qu'elle les ajuste, si bien que quand quelqu'un qui s'y connaît dans le secteur est en face effectivement de la création de Tuti, tout de suite il y a une sorte d'admiration, mais en même temps aussi une sorte d'envoûtement. D'où vous vient justement cette idée de vous distinguer tout le temps, de vous singulariser? C'est un travail d'approche ou bien c'est peut-être un don? On va dire les deux, parce qu'il ne faut pas les dissocier. Et cette envie vient surtout de mon papa. Parce que depuis toute petite, il a beaucoup voyagé, il nous amenait des vêtements et des affaires qui venaient un peu partout dans le monde. Et puis, cette envie, c'est de créer. Moi, j'aime transformer, j'aime créer, au-delà de transformer les matières. Donc, et des voyages, le multiculturalisme, j'aime le mélange. Pour moi, la mode n'a pas de frontières. C'est ça. On doit pouvoir porter nos vêtements de Dakar à Manhattan, à Paris, un peu partout. Et c'est un langage aussi en même temps. Donc, voilà. Et moi, je suis une passionnée, tout simplement. Tuti, quand on aime l'habillement, forcément, on aime aussi le tissu. Et on aime également ce qui est à l'origine justement du tissu, donc le coton. Nous en produisons beaucoup, mais apparemment, nous ne le transformons pas chez nous. Est-ce que ça n'est pas là un signal de paradoxe que l'Afrique produise du coton, mais
n'utilise la finalité du coton que par le biais de l'importation? Malheureusement, oui, parce qu'on n'a pas d'industrie. Nous produisons du coton, mais 90% du coton africain est exporté parce que tout simplement, on n'est pas industrialisé, transformé et revendu, d'où le coût excessif souvent des matières premières. C'est ça. Que les Sénégalais se plaignent que le consommé local coûte cher. Toutes les matières premières utilisées viennent de l'extérieur. On ne transforme rien sur place, que ce soit les boutons, les aiguilles, le filage. Après, il y a la teinture qu'on peut faire pour embellir et tout ça. Et les créations, l'embellissement, mais nous produisons rien. Et je pense que dans un pays, on ne peut pas développer un pays sans industrie. Il faudrait vraiment se pencher sur la question de la balance commerciale qui est déficitaire parce qu'on importe plus qu'on exporte. L'autre paradoxe maintenant, c'est on parle de pain africain, on parle de foulard africain, on parle de tissu africain, mais c'est un paradoxe, on ne produit rien sur place et pourtant, quand une femme africaine s'habille, on dit qu'elle est africaine. Est-ce que ce paradoxe-là, on peut quand même le lever? On a le pain tissé, fait par les Manjaques ici, mais bon, le coton aussi, encore une fois, c'est un coton importé, qui n'est pas produit localement. On ne peut pas suivre toute la chaîne de valeur. Après, il y a des tissus qu'on s'est appropriés, comme le wax ou d'autres tissus, mais des tissus typiquement africains, à part le pain tissé, moi, j'en trouve pas. Donc, on doit être moins prétentieux pour dire que, bon, voilà, ça, c'est une femme africaine, elle est joliment habillée, ou bien ça, c'est un homme africain, il est joliment amitouflé. Ça, je ne saurais vous dire parce que les matières viennent d'un peu partout. Oui. Ça peut venir du Mali, d'Autriche, de Thaïlande, mais beaucoup d'Asie ou d'Inde. Après, c'est la créativité. Ça, c'est inné chez nous. Le Sénégal habille l'Afrique. On a ce don de créer, d'être avant-gardiste, de faire vraiment des vêtements très jolis. Donc, la femme sénégalaise, elle est toujours élégante, toujours bien habillée. Oui, j'ai envie tout de suite de dire oui, parce que au gré de mes déplacements en Afrique, notamment à Bamako, à Bujumbura ou peut-être même à Nairobi, voilà, les femmes africaines de ces zones-là le disent beaucoup de bien des Sénégalaises. Mais prenons le cas peut-être des Maliennes. Tout autour du fleuve le Djoliba, qu'on appelle également ailleurs le Niger, c'est des femmes qui voilà, transforment le basin ou le ganila en un autre format de tissu que les Sénégalaises adorent en plus. Voilà, elles le transforment, elles arrivent à y apporter donc du fancy, disons des modèles de représentation qui permettent aux Sénégalaises ou peut-être aux Africains de se dire mais tiens, je m'identifie ou je me reconnais dans ce que font les femmes maliennes. Mais est-ce que cette transformation artisanale ne devrait pas pouvoir bénéficier d'un coût voilà, technique, ne serait-ce que pour améliorer un peu la fabrication et permettre un peu voilà, à cette industrie de s'installer, de s'implanter et peut-être voilà, de produire donc de la plus-value? Ça nécessite beaucoup de moyens pour industrialiser et actualiser le secteur pour aller vraiment vers une industrie beaucoup plus moderne. Parce que nous, aujourd'hui, on est resté vraiment au stade artisanal. Par exemple, quand le Covid il est venu, maintenant on dit la Covid, on l'a féminisé, donc on dit la Covid, est arrivée. On était confinés chez nous. La solution ne pouvait venir que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Avec le GIE Atelier 221, on s'est mobilisé en disant qu'il faut qu'on travaille chez nous. On a fabriqué des masques localement, en employant vraiment des ressources locales. C'est ça. On a pu produire plus de 300 000 masques et employer plus de 700 personnes localement. Et générer un chiffre, disons, salarial de l'ordre de 59 ou 60 millions, non, a-t-on dit? À peu près de francs CFA. Oui. Donc, encore une fois, c'est pour montrer que il faut vraiment se retourner vers ce secteur-là qui est très, très, très porteur. Donc, je le dis souvent quand on m'invite. Moi, pendant 10 ans, tout existe depuis 2004.
Pendant 10 ans, j'importais des vêtements venant de l'extérieur, de Chine, Turquie, Paris. Mais depuis 2012, si vous regardez vos comptes bancaires à la fin de l'année, 80% de votre chiffre d'affaires est parti à l'étranger. On dépense dans les hôtels, les billets d'avion, les taxis, et on laisse notre argent... La nourriture. La nourriture. Parfaitement. On enrichit des pays déjà développés et structurés. Donc, depuis 2012-2014, j'ai décidé de ne plus importer et de fabriquer localement en employant des ressources locales. Oui, les matériaux dont vous avez voilà. besoin. Au-delà de l'aspect business, l'aspect argent, il y a l'aspect social. Toutes ces personnes qui travaillent sur la chaîne, ils ont de la famille derrière qui compte sur eux. Donc, vaut mieux pour moi, pour avoir un impact positif dans mon pays, que l'argent circule entre nous, l'argent reste entre nous. Plutôt que voilà, de le dépenser ailleurs, quoi. Alors, Touti est à la tête d'une initiative très importante. J'aimerais bien peut-être m'accorder 1 minute pour mieux l'expliquer. Et davantage, elle, peut-être on reviendra sur cet aspect-là. Alors, les ateliers 221, c'est une initiative extrêmement originale, consistant à associer plein de monde, travaillant sur divers domaines, mais quand même que s'ils se retrouvent sur un seul et même espace, ils ont plus la possibilité donc d'attirer le regard sur eux, sur ce qu'ils font, et peut-être même de densifier un peu un réseau de connaissances et un réseau justement d'acteurs qui prendront leur relais de ce qu'ils ont fait comme travail. Je crois que cette idée-là, vous pouvez peut-être revenir là-dessus pour dire fondamentalement en quoi consistent justement les ateliers 221. Atelier 221 et un GIE. Au-delà de mes ambitions personnelles, Henry Ford disait se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. N'est-ce pas? Je pense que seul on peut réussir, mais ensemble on sera beaucoup plus fort. D'où Atelier 221 qui définit l'endroit où on fabrique et 221 le code de notre pays qui nous réunit nous tous. A pour but de valoriser le Made in Sénégal, de structurer le secteur, de venir en appui aux acteurs du secteur pour aller vers une transition artisanale à une transition, je vais dire, semi-industrielle, voire industrielle, parce que c'est un secteur qui peut employer des milliers et des milliers de personnes, mais souffre également de main-d'œuvre qualifiée, de moyens, de beaucoup de choses, ressources de matières premières, beaucoup de choses. Donc nous œuvrons vraiment à ce que le Made in Sénégal soit valorisé, labellisé. Alors, vous dites à ceux qui sont solitaires ou à celles qui sont solitaires de venir vous rejoindre parce qu'il y a une dynamique qui se crée et il ne faut pas qu'ils ratent le train. Oui, effectivement, parce qu'ensemble, nous serons beaucoup plus forts et nous irons beaucoup plus loin aussi. Au lieu que chacun reste dans son coin, c'est le problème souvent de l'Africain. On n'a pas cet esprit collectif. Chacun veut tirer de son côté, oui. Alors qu'ensemble, on sera beaucoup plus écouté, on sera beaucoup plus entendu si on va aller plaider auprès des institutions ou auprès de l'État. Et puis, il faut que les Africains se réveillent tout simplement. Je pense qu'on a assez dormi, oui. Donc on a tout. Et puis consommer également ce que nous produisons. On a tout, je le dis, même le nom de notre continent n'a pas été choisi au hasard. Oui. On a un continent Afrique. Tout à fait, quoi. On est entouré d'eau, géographiquement, on est bien situé. On a de l'or, bauxite, diamant. Toutes les richesses tant convoitées de ce monde se trouvent en Afrique. Tout à fait. Tout simplement. Et deux océans justement nous cerclent également. L'océan Indien et l'océan Pacifique. Voilà, Atlantique. Et c'est en 2020 inadmissible qu'on ne puisse pas manger du poisson et qu'on a les zones côtières les plus poissonneuses au monde. Il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on cultive nos terres, qu'on travaille localement et que vraiment qu'on nous donne les moyens de pouvoir nous développer et à la longue, pourquoi pas exporter tout simplement, comme vendre des produits made in Sénégal un peu partout, aussi bien en Afrique, aussi bien à l'international. Alors Touti, une chose est de revendiquer son statut de créatrice,
Mais l'autre étape maintenant, c'est une fois que vous revendiquez ce statut et qu'on vous l'accorde, c'est maintenant de créer de l'idée à la matérialité. Quel est le processus que suit justement un projet de création? Je revendique rien. Moi, je suis entrepreneur tout simplement. Oui. Je veux créer des ressources et des richesses dans mon pays. Vous êtes riche? Je ne me plains pas parce que ça fait 15 ans que je travaille. Je remercie le bon Dieu. J'ai toujours travaillé avec mes fonds propres et je continue de travailler avec mes fonds propres. J'emploie une vingtaine de personnes. N'est-ce pas? Voilà, je ne dirais pas que je suis riche en expérience. Est-ce qu'au départ, vous imaginez arriver à ce niveau où vraiment vous êtes autonome d'abord, mais en même temps aussi, vous faites travailler d'autres? J'ai toujours été autonome. J'ai créé mon entreprise, j'avais 24 ans. Peut-être en créant Touti, je n'avais pas la maturité, mais j'avais la vision de là où je voulais aller. J'ai atteint cet objectif aujourd'hui et je me challenge toujours. Mais à chaque étape de votre vie, dans un premier temps, il peut y avoir l'aspect économique, l'aspect business. Mais à un moment donné, il faut penser aux autres, tout simplement. Et créer des emplois chez soi. J'ai travaillé en Europe, vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai décidé, j'ai pris le choix de revenir dans mon pays, tout simplement, pour travailler avec des ressources locales. Parce que ce qu'on fait à l'étranger, on se forme, on peut le faire ici. Mais malheureusement, ce secteur souffre de main-d'œuvre qualifiée. Oui, on n'en dispose pas suffisamment. Suffisamment. Oui. Le Sénégalais est très créatif, mais souvent, ils ont beaucoup de problèmes sur les finitions. Le système ne se renouvelle pas, donc les méthodes ne se renouvellent pas. Maintenant, avec les nouvelles technologies, il y a les nouveaux métiers émergents, comme les ingénieurs du textile et tout ça. Oui. Il faudrait vraiment se retourner vers ça. Donc, vous savez très bien qu'entreprendre au Sénégal n'est pas de tout repos. Bien sûr. Mais comme partout ailleurs, hein, rien n'est de tout repos. Il n'y a que le travail qui paye. Donc, et ça, c'est quelque chose dont je crois fortement. Alors, si vous êtes plusieurs, vous dites on est plus fort. Donc, il faut encourager les gens davantage à être plus forts, ne serait-ce qu'à reconstituer des chaînes de valeur qui permettraient aux uns et aux autres, à chaque cycle de transformation d'un produit ou bien d'une matière, que d'autres expertises interviennent. Si bien que peut-être bon, à l'aboutissement du projet, chacun est fier ou bien tout le monde se sent fier. Tout le monde gagne. Actuellement, nous exposons au C-Plaza. Il y a plus de 39 créateurs qui exposent dans un espace dédié en accompagnement. Et on génère, chacun vend quelque chose. Donc, et pour structurer, aujourd'hui, moi, si je n'ai pas les moyens d'acheter une machine qui coûte très cher, mais à plusieurs, on peut l'acheter. Oui. Et chacun peut l'utiliser suivant ses besoins et ses commandes. Et le Covid nous l'a démontré, tout simplement. Je dis, en 3 mois, si on a pu fabriquer 300 000 masques localement, on peut le faire avec les chaussures, on peut le faire avec les vêtements. Parce que la matière existe et puis le matériel aussi lui-même existe. On a une population jeune en plus. Oui, tout à fait. Là, récemment, nous avions rencontré donc, le maire de Mékhé, donc Maguette Wade, à qui on dit bonjour, qui dit également qu'il veut faire de sa ville la capitale justement du cuir. Et il voudrait peut-être centraliser par le biais justement de ces manœuvres qui sont chez lui, toute la production de peau traité et retraité avant de venir donc à Ngaye Mékhé, transformé justement par des gens dont la maîtrise est avérée. Mais l'idée que je voulais relever tout de suite, c'est que quand vous organisez vos événements, quand vous organisez vos manifestations, c'est dans un certain nombre de lieux considérés comme un peu huppés, exclusifs. Une jeune fille de Podor, par exemple, une jeune fille de Guédiawaye, de Pikine, de Thiès, de Saint-Louis, en voyant ça, elle dit c'est inaccessible à moi, je n'ai pas les moyens d'y accéder. Mais est-ce que vous pouvez leur dire que les limites, c'est seulement les personnes qui se les imposent, mais en vérité, il n'y a pas de limite? Effectivement, en vérité, il n'y a pas de limite. C'est pour tout le monde, c'est pour les Sénégalais. Ce n'est pas juste destiné à une classe, mais il faut avoir des cibles. Je n'ai pas peur de le dire. Il y a du haut de gamme, il y a du bas de gamme, il y a un peu de tout. C'est un peu comme les voitures. Vous ne pouvez pas avoir
le prix d'un Clio et vouloir une Ferrari. Sûrement. Donc, suivant les niveaux, mais nous, on parle à toute la population. Mais pour qu'on soit compétitif, encore une fois, vous ne pouvez pas acheter des matières premières à 13 000 francs le mètre ou à 10 000 francs le Getzner. Si c'est du wax, tout le monde connaît le prix du wax et le vendre à un prix dérisoire. Après, vous ne gagnez pas votre vie. Mais par exemple, nous, on pense à tout le monde. On essaie vraiment de penser à tout le monde. Par exemple, pour les masques, on n'a pas fait travailler que les tailleurs de Dakar. De Dakar. On a fait travailler des tailleurs à Thiès, à Saint-Louis. Les personnes détenues, on a pensé à eux aussi. Ça, oui, c'est que ça. De Liberté 6. De Diourbel aussi, on a travaillé peut-être ça a eu une portée nationale, quoi. Voilà, la maison Diourbel. Voilà, nationale. C'est pas juste. Le Sénégal ne se limite pas seulement à Dakar. Donc, nous essayons vraiment. Aujourd'hui, notre objectif, c'est que les Sénégalais puissent porter du Made in Sénégal, des vêtements et des bijoux, des sacs et des chaussures de qualité fabriqués localement et d'arrêter d'importer et d'enrichir. Je le dis souvent, avant d'acheter quelque chose ou de dépenser votre argent, posez-vous la question, qui enrichissez-vous? Ok. Mais ça, c'est pédagogique, Bijou. Il faudrait peut-être qu'au moins, cette entreprise-là également, que vous la mettiez en ordre opérationnel. Expliquer aux jeunes Sénégalais que plutôt que d'acheter justement des produits venant de l'extérieur, qu'ils se tournent vers des produits made in Sénégal. Mais, parce qu'il y a un mais, ce qui se fait également au Sénégal doit être de qualité. Il faut également que les gens s'améliorent, ne serait-ce que pour peut-être ouvrir les yeux des Sénégalais sur ce qui se produit localement. Pour faire de la qualité, il faut investir sur soi, sur la formation, sur la technologie, sur l'humain. Et souvent, nous n'investissons pas assez sur l'humain. Il faut faire beaucoup de recherches et, comme je dis souvent aux jeunes, commencer au bas de l'échelle parce que rien ne se fait en si peu de temps. Et puis, pour être compétitif aussi et produire en masse, il faut aller vraiment vers l'échelle semi-industrielle ou voire industrielle. Mais aujourd'hui, pour avoir cette qualité, ça nécessite de l'investissement. Souvent, les jeunes, ils n'ont pas assez d'argent pour investir sur du matériel. Pour moi, c'est à l'État ou nos dirigeants ou les ministères de tutelle de voir vraiment les besoins des artisans et de pouvoir apporter des réponses. Alors, il se dit de plus en plus, dans les cercles sans doute des gens adultes, que les générations actuelles sont un peu pressées. Est-ce que votre cas est un cas emblématique d'un processus évolutif pour faire comprendre quand même aux gens de votre génération et peut-être à la génération inférieure que tout ne s'acquiert pas d'un seul coup et d'un seul trait? Que pouvez-vous dire aux jeunes générations justement dans ce sens? Il faut de l'expérience. Beaucoup de patience, s'armer de courage, et beaucoup de détermination. Et de la détermination. Et ça, il faut du temps. Moi, ça fait 15 ans que je travaille et je continue de travailler. Oui. Et avant de mettre tout ça en place, il m'a fallu énormément de temps, de moyens, de patience. Beaucoup de chutes aussi, beaucoup de déceptions, mais on peut se relever à chaque fois. Le savoir, c'est un pouvoir. On ne peut pas revendiquer quelque chose si on ne maîtrise pas cette chose. Bijou, avez-vous peur de l'échec? Ou bien quand vous entreprenez, votre seul souci c'est de réussir? Bien évidemment. Oui, c'est de réussir. J'aime les challenges. J'apprends de mes échecs, comme disait Nelson Mandela. Oui. J'ai pas peur de reprendre l'ouvrage. De reprendre l'ouvrage, oui. de recommencer. Il y a un proverbe très célèbre chinois qui disait « Je préfère faire des petits pas que de rester immobile. » Et avec ces petits pas, j'avance. Mais il a fallu un chemin périlleux où c'était pas toujours facile. Mais comme je dis, j'ai pas
peur de tomber, j'ai peur de ne pas pouvoir me relever. Très bien. Mais j'ai envie aussi de vous taquiner sur la question genre. Là également, des profils comme vous disent aujourd'hui, c'est un constat qui s'opère sous les yeux. Les jeunes filles sont beaucoup plus entreprenantes que les hommes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un renversement de la perspective historique? C'est un constat. Je pense que les jeunes filles, moi au début, par exemple, je travaille avec beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup de problèmes d'autorité, machisme, beaucoup de choses, avoir une patronne jeune. Alors que les jeunes filles, je pense, entreprennent par défi. Parce que derrière, il y a la famille. Elles sont beaucoup plus responsables. On est des mamans. Donc, on a le sens des responsabilités. Je prends mon exemple. Sur mes 20 employés, les 15, c'est des filles. Elles sont beaucoup plus productives. Elles s'absentent moins. Même pour les cérémonies que je redoutais, elles n'osent même pas me demander pour aller à une fête ou autre chose. N'est-ce pas? Le taux d'absentéisme est plus important chez les hommes que chez les filles. Quand on demande par exemple de faire des heures supplémentaires, les filles sont toujours présentes. Parce que tout simplement, encore une fois, il y a l'aspect social qui revient. Ils ont beaucoup de choses, beaucoup de gens qui comptent sur eux. Voilà, je ne suis pas sur l'aspect genre parce qu'on est complémentaires. On a besoin de ce monde des hommes et des femmes. C'est comme les deux pieds. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Il faut l'équilibre. Donc, mais c'est un constat tout simplement. Les jeunes filles, les femmes sont vraiment très courageuses. Alors, on a travaillé par le temps, mais une petite question sur le numérique. À la faveur donc de la Covid, puisque vous dites qu'il faut féminiser donc maintenant la pandémie. À la faveur donc de la Covid, on a vu que beaucoup, notamment dans votre secteur de création, dans votre secteur de service, on a appris à digitaliser un peu l'activité. Ça vous a réussi? C'est le futur, la digitalisation. Parce que de chez vous, vous pouvez vendre à travers vos pages sur les réseaux sociaux. Les gens du monde entier peuvent vous voir. Là, on a fait une formation récemment, mais toute la formation était virtuelle. On a échangé pendant 1 mois sans se voir et c'était très intéressant. Et pour moi, le numérique, c'est le futur. Ben, voilà, bien dit. Et pour terminer, Bijou donc a dit que le futur, c'est effectivement le numérique. Nous en sommes très heureux parce qu'ici à Immédiat, nous croyons qu'effectivement au basculement du numérique. Mais un ouvrage également qui rejoint justement ce numérique, c'est cet ouvrage Le Sénégal et Mandela, le grand secret. Eh bien, l'auteur, c'est Mamoudou Ibra Kane. Tout le monde se demande comment il a pu, pendant qu'il exerce ses responsabilités énormes, il a pu effectivement aussi rédiger cet ouvrage. Mais déjà, nous pensons que c'est un succès de librairie. Sur ces belles paroles de Bijou, belle femme aussi, jeune, entreprenante, dynamique, très créatrice, elle revendique cela. Décortique prend fin. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro dans les 15 jours à venir.